Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver dans une vidéo assez particulière puisque là ça va être une vidéo qui va être un peu plus blabla entre guillemets, où je vais vous raconter mon expérience avec l'astrologie védique. Donc si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux, vous savez que je crée des malas en pierre de lithothérapie. Donc c'est des colliers de prière qu'on utilise quand on récite des mantras pour réciter le bon nombre de mantras et pour s'aider à compter. Et il se trouve que j'ai reçu une consultation en astrologie védique il y a 2 jours, à l'heure où je tourne cette vidéo. Et on m'a recommandé des pierres, puisque l'astrologie védique est très liée à la gémothérapie en Ayurveda. Et donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un mala avec ces pierres, ou en tout cas des pierres qui s'en rapprochent, avec vous, pour vous montrer un peu comment je fais et vous parler en même temps de l'astrologie védique. Donc là j'ai choisi des pierres qui sont donc la citrine, qui est une pierre qui m'a été recommandée, en tout cas dans ces types de pierres là, pour renforcer l'énergie jupitérienne en astrologie védique. Puisque je vous parlerai un peu d'astrologie après, mais en gros on va chercher à rééquilibrer les planètes qui sont plus ou moins exprimées dans le thème natal. Et donc moi il m'a été recommandé de porter ce type de pierre là. Sinon je crois que c'était du saphir jaune, mais c'est complètement hors de mes moyens financiers. Donc j'ai pris ce que j'avais et j'avais de la citrine, donc on va faire avec ça. Et une autre pierre qui est plutôt tournée pour Vénus pour le coup, pour les mêmes raisons, pour essayer de la renforcer. Pareil, c'est hors de prix. Normalement, la pierre automatiquement attitrée à Vénus, c'est le diamant. Voilà, je ne vais pas me faire un mala en diamant. Donc j'ai choisi l'opale rose, qui est une pierre très douce que j'aime beaucoup utiliser pour faire vos malas. Et je vais utiliser ensuite pour compléter quelque chose que je mets aussi beaucoup dans les malas, c'est du bois de santal. Parce que j'aime beaucoup l'aspect que ça a, que j'aime beaucoup l'odeur du bois de santal. Ça apporte une odeur naturelle en fait au mala. Et j'aime le bois en général dans les colliers, donc je mets souvent ce type de perles là. Donc on va commencer. Je n'ai aucune idée qu'est-ce que je vais faire comment je vais allier les pierres entre elles. Et j'hésite encore sur le pendentif, je ne sais pas si je vais mettre, donc j'avais le choix entre celui-ci, est-ce qu'on va faire le pendentif, et un autre que je n'ai pas ici, mais on verra. Ce que je mettrai à la fin, ça se trouve, j'en mettrai pas du tout. Alors, faut savoir que hormis le choix des pierres, j'ai rien prévu du tout. J'ai prévu de tout faire devant vous, devant la caméra. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, j'ai commencé par du bois de santal, du coup. En général, j'aime bien, alors j'ai souvent une petite idée en tête quand vous commandez un mala de comment je vais agencer les pierres, puisque je le fais en fonction de votre date de naissance et de votre numéro de chemin de vie notamment. Ce qui fait que j'ai une petite idée, juste avant de commencer, je me dis bon, je vais les arranger de telle manière, mais en général c'est une idée assez vague, et ensuite j'improvise avec les pierres, et je me laisse un peu guider par elles. Et ça donne souvent des choses, je me surprends en fait moi-même, puisque je ne sais pas du tout à quoi va ressembler le mala en fait quand je commence. Et c'est assez agréable. Et jusqu'à présent, j'ai même eu des retours de certains d'entre vous, enfin certaines du coup, qui m'ont dit qu'elles appréciaient le fait de ne pas savoir et d'avoir eu cette surprise-là, de ne pas même savoir les pierres, parce que en général, si vous ne me les demandez pas, je ne vous les dis pas. Et une m'a dit justement, ça pousse à lâcher prise en fait, tout simplement, mais j'aimais bien ce principe-là. Donc c'est parti. Donc pourquoi l'astrologie védique? Bon, déjà vous devez savoir que j'étudie l'Ayurveda depuis maintenant 2016, on est en 2020, ça fait 3 ans. Donc depuis 3 ans, j'étudie l'Ayurveda et j'ai toujours été un peu fascinée par l'astrologie de manière générale, sans l'explorer plus que ça, mais c'est quelque chose qui m'intéressait. Mais bon, après je suis rentrée dans un mode de vision beaucoup plus pragmatique, puisque je suis rentrée en médecine. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai entendu parler de l'astrologie védique, et du coup je me suis dit que ça pourrait être super intéressant de recouper ces deux sciences, puisqu'elles sont sœurs. L'Ayurveda utilise l'astrologie et l'astrologie utilise l'Ayurveda. Et du coup j'ai pris un cours en ligne je
crois qu'elle était d'Amérique du Sud. Une dame qui était d'Amérique du Sud et qui donc faisait les cours en anglais. Et donc j'ai suivi ses cours introductifs d'astrologie védique, que j'ai trouvé très intéressant bien sûr, et surtout sont très proches de l'astrologie occidentale par les planètes, il y a un zodiaque qui est à peu près équivalent, même s'il y a des petites subtilités, ça reste, il y a beaucoup de points communs en fait. Et je trouvais ça très intéressant, donc j'ai commencé à l'étudier. Et puis au fur et à mesure du temps, je l'ai un peu laissé de côté parce que j'ai commencé à étudier l'astrologie ancestrale occidentale, donc française on va dire, mais occidentale. Et je me suis dit, bah, c'est plus approprié à notre culture selon moi, d'étudier ce type d'astrologie-là, puisque je suis née en France et je vis en France. Quoi qu'il en soit, j'ai toujours cet intérêt pour les sciences védiques en général, puisque je continue à y étudier l'Ayurveda. Il y a d'autres sciences qui m'intéressent aussi, mais pour l'instant, je n'ai pas encore pris le temps de le faire. Je lis beaucoup, mais je n'ai pas encore vraiment plongé dedans. Et du coup, ça faisait depuis que j'étais rentrée en médecine... Non, ça fait depuis que j'étais rentrée en Ayurveda qu'un de mes collègues de formation, d'ailleurs si tu passes par là, je te fais le coucou, nous avait parlé d'un astrologue védique français qui donnait des consultations par Skype et avec qui il avait eu plein de révélations, enfin ça lui avait beaucoup apporté. Et sur le coup, j'avais noté, mais sans plus, surtout que c'était un certain prix et à l'époque, je vivais encore chez mes parents, j'avais pas du tout de revenus, donc ça aurait été un peu compliqué pour moi. Donc j'ai mis ça de côté, je me dis oui, peut-être qu'un jour je ferai ça, mais c'est pas une urgence. Et en fait, j'ai eu plusieurs choses qui se sont passées, qui font que j'avais des décisions à prendre ces derniers mois et j'en aurai encore beaucoup d'autres. Et j'ai écouté le podcast de l'Ayurveda que je vous recommande d'ailleurs. J'étais passée dessus il y a... je crois que c'était en janvier. Oui, c'était en janvier. C'est deux femmes très intéressantes qui ont fait l'école Gaia Veda à Tours et qui ont ouvert ce podcast. Elles sont adorables et elles m'ont accueillie très gentiment sur leur podcast. Et donc là, ils interviewaient donc cet astrologue que mon ami avait consulté quelques années auparavant. Et donc j'ai écouté le podcast et je me suis dit c'est le moment, il faut le faire. En plus, t'as besoin d'avoir certaines réponses, donc essaye. Et en plus, ça va te permettre de lui poser des questions sur la formation en général, sur l'astrologie védique, puisque tu t'y intéresses. Je l'ai donc contacté. Il y avait à peu près un peu plus de 2 mois d'attente, parce qu'il a été un peu submergé par les consultations et maintenant c'est encore plus. Je tiens à vous prévenir si jamais ça vous intéresse. Je crois qu'il y a plus de 5 mois d'attente. Donc c'est bon à savoir. Quoi qu'il en soit, j'ai pris rendez-vous et j'ai eu ma consultation il y a 2 jours. C'était une longue introduction pour vous dire ça, mais je pense que c'était nécessaire. Et en fait, c'était assez intéressant parce qu'il associe aussi une technique plus moderne qui s'appelle la cartographie astrologique, qui consiste à projeter les influences planétaires sur la carte du monde et de voir à quel endroit, quelle énergie planétaire est exprimée. Donc en astrologie védique, on a 7 planètes principales, que sont donc le Soleil qui est considéré comme une planète, puisque ce qu'on dit planète, c'est tout ce qui bouge dans le ciel. Donc le Soleil, la Lune, Mercure, Mars, Vénus, Jupiter, Saturne. Et ensuite, on a 2 qu'on appelle des fausses planètes ou en anglais, on les appelle shadow planets, donc des planètes d'ombre. C'est des points fictifs du ciel qui sont les nœuds lunaires, qui sont l'intersection entre le plan de rotation du Soleil, entre guillemets, autour de la Terre, tel qu'il est perçu de la Terre, et ce même écliptique pour la Lune. Et ils se croisent, ces 2 plans se croisent et ils forment donc 2 points qui s'appellent les nœuds lunaires. Et donc en astrologie, on va étudier où se trouvent les planètes sur le zodiaque, donc qui a 12 signes, au moment de la naissance. Et on va pouvoir analyser beaucoup de choses. On va pouvoir regarder dans quelle étoile se trouvait telle planète. On va pouvoir regarder donc l'ascendant. Je ne vais pas rentrer dans les détails d'astrologie dans cette vidéo, ça va être beaucoup trop long. Mais en gros, voilà. Et donc, ces planètes peuvent être représentées sur une carte du monde. Et donc, ça s'appelle la cartographie astrologique.
Et cette méthode-là m'intéressait parce que c'est vrai que vous avez dû le voir dans les derniers mois, j'ai un petit peu bougé, j'étais aux États-Unis et j'avais des questions par rapport à ça, donc j'ai pu avoir des réponses puisque j'avais des lignes très particulières là où j'étais aux États-Unis. Et donc voilà, c'était assez intéressant. Et en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que je rentre dans une nouvelle période astrologique. On est gouverné par une planète en fonction du moment de notre vie. Et c'est différent pour chaque personne. Là, je vais vous dire la période dans laquelle je suis. Toutes les personnes de mon âge ne sont pas forcément dans cette planète. Ça change en fonction de votre date de naissance, de quelle planète était en premier quand vous êtes né. Enfin bref, il y a beaucoup de facteurs, donc beaucoup je ne connais pas. Et donc je passe dans une période de vie qui est régulée par Rahu, qu'on appelle Rahu, qui est le nœud nord, le nœud lunaire nord. Et ce nœud lunaire, il représente, si on représente les nœuds lunaires comme un dragon, le nœud nord, c'est la tête du dragon. C'est celui qui cherche à assouvir ses besoins, mais sans être connecté au corps. Donc c'est très tourné vers le mental, alors que la queue du dragon, qui est le nœud sud, lui est très tourné vers l'instinct, vers les besoins très primaires. Et ces deux parties ont été séparées. Je vous invite à regarder la légende autour des nœuds lunaires, c'est très intéressant. Et donc ce qui est intéressant aussi, c'est que donc cette période Rahu, l'astrologue me disait qu'en général les personnes rentrent dans cette période fin de la trentaine et début de la quarantaine. Et en fait ça déclenche ce qu'on appelle nous la crise de la quarantaine, puisque Rahu a cette capacité à remettre tout en cause et à vouloir absolument remplir son dharma, ce pourquoi il est venu dans cette incarnation-là. Et ça peut mener à des choses assez incroyables où des gens changent totalement de vie, changent de métier, changent de décision, enfin ça peut chambouler beaucoup de choses. Et donc moi je rentre dans cette période depuis mars dernier en fait. Et c'est très intéressant parce que ça correspondait à certains questionnements que j'avais, certains moments assez émotionnellement intenses. Et du coup, il m'a dit que c'était un petit peu tôt par rapport à la moyenne. Et du coup, ça voulait dire que j'avais un gros travail à faire et qu'en gros, il y a deux manières d'exprimer ce type d'incarnation, qui est soit on accepte de faire le travail et d'oser prendre une place de pionnier, en fait, de celui qui va amener du nouveau, soit on refuse de vivre cette incarnation et auquel cas on va forcément en souffrir. Vous savez sans doute, si vous avez regardé ma vidéo sur mon parcours, que j'ai commencé par la médecine très classique, avec les études très classiques, qui me convenaient très bien, puisque a priori dans mon ancienne vie, j'étais très penchée sur les études et la spiritualité et le côté très reclus. Et du coup, c'était facile pour moi. Sauf que j'ai bien compris que ça ne résonnait plus du tout avec ce que je voulais vivre dans cette incarnation-là, si on veut. Je vous parle d'incarnation, il y en a probablement d'entre vous qui ne connaissent pas forcément ou qui n'y croient pas ou quoi que ce soit. Moi, je vous parle tel que l'astrologie védique le conçoit. Après, chacun croit ce qu'il veut. Mais en gros, c'est comme ça qu'est conçue l'astrologie védique. Et donc cette période me montre que je vais devoir beaucoup bouger, puisque Rahu, il a envie d'expérimenter tout et parfois n'importe quoi, donc il faut faire attention. Mais ça apporte beaucoup de changements, beaucoup d'expériences, et donc c'est ça que je vais devoir expérimenter dans les prochaines années, a priori. Oui, longues années même. J'en doutais pas déjà, puisque je sais que j'ai toujours voulu apprendre et me voyager, rencontrer beaucoup de gens, donc c'est pas vraiment une surprise, mais ça a confirmé beaucoup de choses. Et quelque chose qui était très percutant, c'est que vous avez dans la charte des planètes qui vont être plus ou moins fortes en fonction des influences qu'elles ont sur les autres. Et donc si vous considérez qu'une planète représente une partie de vous, par exemple, on va dire que le soleil, ça représente l'âme, ça représente qui vous êtes vraiment, votre vitalité, votre identité propre. Alors que la lune va représenter plutôt l'esprit, les émotions, la manière de penser. On va donner un autre exemple. La planète, moi je vais vous parler de Vénus du coup. La planète Vénus, c'est plutôt la part de nous, la part féminine en nous bien sûr, mais aussi la part de
qu'est-ce que j'aime faire dans la vie, qu'est-ce qui me plaît. C'est vraiment la planète du plaisir sur tous les points, c'est prendre plaisir à vivre en fait. Et donc moi je devais travailler sur cette planète-là. Il y avait aussi Mars et Jupiter. Pareil, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Mais il m'a dit qu'en gros pour travailler sur Vénus, il serait intéressant que je travaille avec les pierres. Et il ne connaissait pas ce que je faisais à ce moment-là quand il a dit ça. Il m'a dit ça vous intéresse la lithothérapie? Et je lui ai dit bah écoutez oui, c'est une part de mon métier actuellement vu que je crée des malas en pierre de lithothérapie pour les gens. Et il m'a dit bah c'est parfait, continuez, ça va vous faire du bien. Donc voilà, si vous commandez un mala, vous faites partie des gens qui m'aident à vivre de manière sereine sur mon chemin de vie. Mais c'était assez drôle le fait qu'il ne savait rien là-dessus et qu'il m'a dit ça. Et il m'a donné aussi à faire un mantra. C'est pour ça que j'ai décidé de créer un mala, puisque c'est la fonction principale d'un mala, c'est de pouvoir compter les mantras qu'on fait dans la journée. Donc il m'a donné un mantra qui est une dévotion à la déesse Saraswati. Saraswati, c'est une déesse, alors déjà c'est une déesse, donc d'où l'intérêt pour Vénus, si on doit travailler cette planète-là. Il m'a dit il faut que vous travailliez avec un archétype qui incarne en fait ce côté féminin. Donc les déesses sont intéressantes. Et pourquoi Saraswati? Parce que c'est une déesse qui danse. Et donc la danse est très liée à Vénus. C'est comme ça qu'on fait plaisir à Vénus, entre guillemets, puisqu'elle adore danser. Et aussi c'est la déesse principale de l'Ayurveda, de la connaissance, de l'intelligence, du savoir. Et vu que c'est un petit peu quelque chose dont je vais avoir besoin pour mes futures années à venir, c'est un mantra qu'il m'a conseillé de faire. Donc je l'ai commencé le lendemain de la consultation avec un autre mala que j'ai classique en bois. Mais je me suis dit que du coup ça pourrait être intéressant de mêler un mala avec les pierres qu'il m'a conseillé, plus le mantra. Et qu'en même temps je pourrais vous expliquer un petit peu ce qui s'était passé. J'ai oublié de vous dire aussi par rapport au bois de santal. C'est aussi une pierre qui est très intéressante parce que... Enfin, une pierre, non, c'est un bois. Mais une perle qui est intéressante puisqu'elle est anti-inflammatoire. Elle est très recommandée pour les personnes pitta dominantes en Ayurveda. Je suis pitta dominante, avec du vata derrière, mais quand même. C'est souvent des pierres qui diminuent l'inflammation, qui vont chercher à calmer le chakra du cœur. Et je trouve que le bois de santal est vraiment intéressant pour ça. Et donc, si jamais ça vous intéresse de faire une consultation en astrologie védique, du coup, tout ce qui vous est demandé, c'est votre date de naissance, votre heure de naissance et votre lieu de naissance. Et ensuite, il vous pose aussi quelques questions sur où est-ce que vous voulez orienter la lecture du thème. Parce qu'il faut savoir qu'un thème astral, si on veut tout analyser, un très très bon astrologue qui est expert depuis des années, ça lui prend plusieurs jours. Donc le but, ce n'est pas de tout lire, mais de voir ce qui est intéressant à un moment donné. Donc ça peut être bien de voir quelle problématique ou quel sujet vous intéresse le plus. Donc moi, c'est ce que j'avais fait par email avant. Et je pense que je vais partager un peu plus sur l'astrologie dans mes posts futurs sur Instagram et même sur YouTube, puisque c'est un sujet qui me passionne. Je commence à faire des lectures de thèmes pour des amis ou pour des connaissances. Après, pour moi, c'est vraiment des études très approfondies et à approfondir, puisque c'est très vaste et ça nécessite d'être très méticuleux et de pratiquer beaucoup. Donc c'est pour ça que je ne le propose pas pour l'instant en consultation ou au grand public. Mais c'est vraiment un sujet qui me passionne beaucoup. Et pour parler astrologie, je ne sais pas si vous l'avez senti du coup, mais en astrologie, donc selon le zodiaque tropical, donc pour ceux qui connaissent, je le précise, donc Mars est enfin rentré en Bélier, donc sa maison, son signe préféré entre guillemets, puisque Mars, c'est l'action, c'est le masculin, c'est le dynamisme, la volonté. Et il est rentré dans le signe du Bélier, qui est un fonceur, qui est un leader, un initiateur. Et juste avant, je vous avais fait un post Instagram, je vous le remettrai à l'écran, comme ça vous pourrez voir lequel c'est. Vous avez fait un post Instagram où je vous expliquais qu'avant il était en Poisson, qui est un signe d'eau, et donc vous imaginez quelque chose qui veut aller de l'avant, qui veut foncer dans une eau trouble où on ne voit rien. C'est très compliqué. Et donc on s'en était un peu dans cet esprit-là, et j'ai envie de rentrer en action, mais j'arrive pas à voir ce qu'il y a autour de moi, j'arrive pas à évaluer
vers où je devrais aller. Et surtout des retardements, j'agis mais au final ça fonctionne pas. Moi je l'ai clairement vécu, j'ai eu 2 avions annulés à la suite quand j'ai essayé de rentrer en France, donc c'était assez drôle de voir comment ça se manifestait en vrai. Mais là ça y est, il est enfin rentré en bélier, donc c'est beaucoup plus facile d'agir, d'aller de l'avant et de mettre en place les projets qu'on a visionnés ces derniers mois. Donc je sais pas, peut-être que vous le ressentez aussi, que c'est plus facile de rentrer en action, de mettre des choses en place justement. Et d'ailleurs j'ai un projet que ça fait plus d'1 an maintenant que j'avais envie de le commencer, je le repoussais, et j'ai fini par le commencer. Donc je me suis assise à mon bureau et j'ai commencé à travailler dessus. Pour l'instant, je ne vous en parle pas parce qu'il est encore à l'état de graine, hein, clairement. Et donc, j'ai pas envie de précipiter les choses. Mais c'est quelque chose qui m'intéresserait de vous partager, puisque ça allierait du coup l'Ayurveda à d'autres sujets qui m'intéressent et qui, j'espère, vous intéresseront aussi. Bref, je rentre trop dans les détails. Mais voilà, juste pour vous donner un exemple, que moi, c'est vraiment, je l'ai ressenti, quoi, cet élan qui revenait. Et voilà, l'astrologie a des intérêts très, directs. C'est utilisé avec donc l'Ayurveda. En fait, avant, c'était pas séparé. On faisait de l'astrologie avec la médecine. L'un était dans l'autre. Maintenant, on a tendance à mettre les disciplines dans des cases et tout séparer. Mais avant, c'était une discipline entière, à part entière, pardon. Et je m'intéresse énormément du coup à l'astrologie médicale. Qui sert à aider à rééquilibrer les gens, puisqu'on peut voir sur un thème astral quelles sont les faiblesses d'une personne, quelles sont ses forces, quelles sont les maladies qu'il va potentiellement développer. Les personnes très très bonnes et très qualifiées peuvent même définir à peu près quand au moment de la vie. Donc je trouve ça extrêmement intéressant et c'est quelque chose que je vais explorer de plus en plus par la suite. Donc, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Mais en gros, là, j'ai fait presque la moitié. Donc, en fait, souvent, je commence par faire l'agencement qui me plaît. Et ensuite, j'adapte en ajoutant le nombre de perles qu'il faut, puisqu'il faut donc 108 perles pour chaque mala. C'est très important. Et du coup, ça fait que je compte très régulièrement pour m'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Ça m'arrive. C'est très très rare. Ça m'est arrivé une fois. Mais du coup, il faut faire très attention à la fin, à ne pas faire mes malas avant qu'il y ait bien 108 perles. Et pas plus, ça m'est aussi arrivé. Mais c'était pas pour une cliente, donc ça allait, mais voilà. Donc savoir que c'est un travail qui est un peu long, hein. Chaque mala me prend minimum 1 heure en général juste à la fabrication. Après il y a aussi le choix des pierres qui est important puisque je choisis de manière personnalisée. Donc à chaque fois que une personne me contacte du coup, je dois définir les pierres qui sont les plus appropriées pour elle. Je dois calculer aussi sa numérologie et ensuite commander les perles ou si je les ai pas déjà. Et ensuite, je vous rédige une petite note pour vous expliquer les pierres que j'ai choisies et leurs propriétés. Donc tout ça, ça prend un certain temps, mine de rien. Et donc quelque chose que j'aimerais mentionner aussi, c'est que l'astrologie, donc le but c'est pas de vous dire quoi faire de votre vie et vous suivez le plan et c'est comme ça et pas autrement. Justement en astrologie, on nous apprend une des premières choses, c'est qu'on a le libre arbitre.
on a certes une destinée dans une certaine mesure, mais on a aussi le libre arbitre qui est extrêmement important. Et il y a certaines choses qu'on ne dit pas à une personne pour ne pas jouer avec son libre arbitre, notamment tout ce qui est en relation avec la mort, ça on évite, parce que ce serait contre nature en fait de dire ce genre de choses à la personne. Je suis en train de faire des bêtises. Mais le but en fait c'est d'avoir un plan, et après suivant ce plan là on peut se diriger au mieux en fonction de ce dont on a besoin. Donc là par exemple pour moi le plan c'est dans les prochaines années et surtout les 2-3 prochaines années je vais beaucoup bouger. Maintenant je peux bouger à plein d'endroits différents. Donc ça va être, c'est là que mon libre arbitre va se jouer, c'est aussi comment je vais bouger, est-ce que je vais être en mode backpack ou est-ce que, ça va garder. Je vous donne juste des exemples comme ça, mais est-ce que c'est en mode backpack ou est-ce que c'est en mode plutôt je déménage souvent. Il y a plein de manières différentes en fait d'avoir cette même période de vie où on a besoin de se déplacer. Et bien sûr, on va le recouper avec le reste du thème puisqu'on ne se cale pas seulement sur une planète ou un aspect pour dire ce genre de choses. On fait une synthèse de tous ces éléments. C'est pour ça que l'astrologie est très long et très complexe puisque ça demande une synthèse incroyable en fait. Donc là je crois qu'une fois que j'aurai fait la même chose de ce côté, je serai à peu près à 70 perles, donc il va me rester une trentaine de perles, un petit peu plus à ajouter. Donc je sais pas encore, je pense que je vais remettre de l'opale puisque j'en ai pas mis beaucoup. Donc la pierre rose. Et aussi quelque chose de nouveau, c'est que maintenant quand vous recevez votre mala, au moment donc je vous envoie une demande de paiement par PayPal, et au moment du paiement, vous recevez aussi un e-book, donc un petit livret gratuit bien sûr, qui vous explique d'où vient l'histoire du mala, comment l'utiliser dans le temps, comment on l'utilise maintenant, comment l'entretenir aussi, puisque vu que c'est des pierres de lithothérapie, c'est pas juste un mala en bois, donc faut en prendre soin. Je vous donne aussi quelques idées de mantras. Et voilà, donc ça c'est inclus avec toute commande d'un mala. Et vous pouvez aussi, si vous en avez l'envie, offrir un mala à une autre personne. Donc soit vous me donnez directement toutes les informations dont j'ai besoin, donc une photo de la personne, une date de naissance pour que je puisse adapter les perles à elle. Soit vous lui offrez un bon cadeau qui sont disponibles sur mon site internet. Et la personne peut me contacter directement. Cette vidéo est un peu fouillie, je parle d'astrologie, puis je reviens sur les malas, puis je reviens à l'astrologie. Mais bon, c'est le principe d'une vidéo blabla, j'ai envie de dire, donc... Dites-moi si ça vous plaît ou pas, pour que je sache si j'en fais d'autres ou non. D'ailleurs, vous pourriez me dire en commentaire quels sont les types de posts, notamment sur Instagram, puisque c'est là que je poste le plus, qui vous plaisent le plus. Donc soit les citations, ou plutôt les photos, ou les infographies sur l'Ayurveda. Donc voilà où on en est pour l'instant. Il manque encore des pierres, je vais les recompter, mais... Donc là j'ai terminé le mala, il y a les 100 000 perles, j'ai bien recompté, et on va mettre donc la perle qu'on appelle perle bourreau.
Donc la pierre gourou, c'est une pierre qui ne fait pas, c'est une perle qui ne fait pas partie des 108. Elle est donc or, on ne la compte pas quand on la passe, c'est juste un repère pour savoir qu'on a bien fait le tour du mala. Bon, c'est vrai que j'ai des malas qui ne l'ont pas du coup et ça ne me gêne pas parce que j'arrive à l'utiliser quand même. Mais c'est vrai que c'est plus pratique et surtout ça permet de donner un certain poids au mala. Il va être un peu plus lourd en bas et du coup ça donne cet aspect là. Donc quand on va faire le tour du mala, qu'on va compter les perles, on va arriver sur cette pierre et on va se dire ah ça y est, j'ai fait le tour. Je pense pas que je vais me mettre de pendentif. Je vais me contenter de s'utiliser là-bas. Je pense que je vais juste mettre ça, ça va être joli. Donc, une petite perle comme ça. Avec donc ce pompon là, qui est assez petit, mais vu qu'il est gros, il est plus large que les autres d'habitude, j'ai envie de l'essayer. Donc là en gros je vais juste fermer le mala, ajouter le petit pompon, ceci, et il sera prêt. Donc je vais vous montrer tout de suite le résultat. Alors je vais terminer la vidéo ici, j'espère qu'elle vous aura plu, que le format a été sympa à regarder pour vous. Moi ça m'a fait plaisir de parler avec vous tout en préparant ce mala. Et je vous le montrerai en action sur Instagram éventuellement, puisque a priori je vais l'utiliser tous les matins pour mon mantra à Saraswati. Et si jamais ça vous dit qu'on relance un défi mantra pour pas forcément faire le même ensemble, ce serait pas très intéressant, mais vous trouvez chacun le mantra qui vous convient et qu'on le fasse ensemble pour se motiver. On en avait fait un il y a quelques mois et j'en avais pas relancé depuis, mais si jamais ça vous dit, on pourrait faire ça. Je vous souhaite une très belle journée, j'espère que tout va bien pour vous. En tout cas, prenez bien soin de vous et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.